Bonjour. Dans le cadre de la préparation aux examens de baccalauréat, je vous propose la deuxième partie de la solution du sujet bac qui a été proposée en 2018, session normale, filière sciences mathématiques. La première partie, je l'avais consacrée à l'électricité. Je vous laisse le lien de cette partie en description ainsi que le lien du sujet. Bon, cette deuxième partie sera consacrée à la mécanique. Je vais commencer par le dernier exercice. Alors, il s'agit de l'étude d'un oscillateur harmonique incliné. Alors, j'ai fait ici un schéma du système. On a ici un solide S de masse M homogène, de centre d'inertie G, creux. Par ce creux, il passe une tige qui est fixée à ce plan et inclinée par rapport à lui d'un angle alpha. Bon, on a ici un ressort dont l'une des extrémités, ça veut dire l'extrémité basse, est fixée au solide S, tandis que l'extrémité haute est fixée à ce plan. On étudie le mouvement de G, centre d'inertie de S, dont le repère R, O et J considéré galiléen. Alors, on a l'origine de ce repère, O coïncide avec G0, qui est la position de G lorsque le solide est en équilibre. On va écarter ce solide de sa position d'équilibre, vers le bas, ça veut dire dans le sens des abscisses positifs, et à l'origine des dates, ça veut dire à l'instant qu'on va considérer origine des dates, on va lâcher ce solide, le libérer, sans vitesse initiale. Bon, bien sûr, le solide va effectuer des oscillations, et on a ici enregistré sur ce graphe les variations de l'accélération de G sur l'axe des X en fonction de X qui est l'élongation du ressort ou bien l'abscisse de G. Et on vous demande en première question, lorsque G est en équilibre, ça veut dire G coïncide avec G0, vous devez exprimer la longueur finale, ça veut dire la longueur d'équilibre du ressort LE, en fonction de L0, longueur à vide du ressort, G, intensité du champ de pesanteur, M, la masse du solide, K, raideur du ressort, ainsi alpha, cet angle-là d'inclinaison de T par rapport à P. Alors, donc, pour répondre à cette question, on va appliquer la deuxième loi de Newton, mais avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, on doit faire l'inventaire des forces. Donc, vous voyez tous que ce solide est soumis à trois forces. Son poids P, la tension du ressort et la réaction de la tige. Alors je vais faire un petit schéma où je vais représenter ces forces pour qu'il sera facile d'étudier l'équilibre de ce solide et de trouver ce résultat. Sur cette figure, j'ai représenté qualitativement les trois forces. Voilà donc le poids P, la tension du ressort, donc elle a sens opposé avec le vecteur I, et la réaction du plan, de la tige qui est perpendiculaire à la tige. Alors donc, on va exprimer ces trois forces dans notre repère et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, commençons par P. Donc P, alors on admet deux composantes. La composante tangentielle, ça veut dire la composante sur l'axe des X, donc sera égale à mg cosinus alpha I. Moins, la composante normale, donc a pour ordonnée moins mg sinus alpha j. Pour la force T, alors T, donc vous voyez que T donc a sens opposé avec X, ça veut dire l'abscisse de T sera négative. Et en général, on écrit T égale à moins K delta L. Alors vous voyez que delta L qui est égal à LE, on module LE moins L0, donc fois le vecteur I, puisque delta L a le même sens que I, puisque LE est supérieur à L0. Donc L0, la longueur initiale du ressort, et LE, la longueur de l'équilibre, ou bien la longueur à l'équilibre du ressort. Donc exprimons delta L, donc égal à moins K. Alors delta L, c'est LE moins L0, facteur du vecteur I. Et puis, la dernière force, donc R, sera égale à, alors donc, elle a le même sens que J, donc R, J. Donc R admet une seule composante puisqu'il est normal à
la tige, ça veut dire elle est confondue avec l'axe des Y. Ici, j'ai fait une translation de ce repère, ok, jusqu'à G0. Ça veut dire O coïncide avec G0. Alors donc, d'après la deuxième loi de Newton, on a sigma des forces égale à m à g. Et puisque le solide est en équilibre, donc l'accélération du centre d'inertie est nulle. Ça veut dire que P plus R plus T égale à 0. Alors là, vous devez écrire, appliquons la deuxième loi de Newton, Hg, dont le repère R, O et J considéré galiléen. Vous devez écrire, obligatoirement écrire cette phrase pour justifier l'application de cette égalité. Puis, donc là, on va projeter cette relation sur l'axe des X. Pourquoi? Parce que pour R, on ne s'intéresse pas de R, puisque T, elle est confondue avec l'axe des X. Ok? Donc, projetons la relation sur l'axe des X. Alors, cette relation, je vais la noter 1. Donc, et on va trouver, donc sur l'axe des X, alors on a mg cosinus alpha moins k facteur de LE moins L0, donc égal à 0. Et de cette relation, on en déduit que LE, donc égal à mg cosinus alpha divisé par k, plus L0. Donc voilà l'expression demandée. La deuxième question, il vous demande d'établir l'équation différentielle de G lorsqu'il est, le solide est en mouvement. Lorsque S est en mouvement, il est soumis aux mêmes forces, sauf que cette fois-ci, la force exercée par le ressort qui est la force de rappel varie en fonction du temps. Donc, on va garder les mêmes forces, ok, et on va exprimer seulement la force de rappel. Alors, on doit écrire le système est soumis à poids P, la réaction de la tige R et la force de rappel F. On doit l'exprimer. Donc F est égal toujours à moins K fois delta L. Supposons que G se trouve en cette position. G, l'abscisse est X. Donc à LE, il s'ajoute X. Ok? Donc ça veut dire que delta L sera égal à LE plus X moins L0, ok? Facteur de I. Alors, décomposons ça, on va trouver LE moins L0I plus X fois I. Donc, ainsi, la force F aura cette expression, donc moins K fois LE moins L0I moins KXI. Alors donc, on va écrire ici, appliquons la deuxième loi Newton à G, dont le repère R, O et J est considéré galiléen. Et on va écrire l'équation de Newton, à savoir, donc F plus P plus R égale à M à G. Et puisque le solide est assujetti à se déplacer sur la tige, ça veut dire que ce mouvement reste constamment parallèle à l'axe des X. Ça veut dire que G n'a pas de mouvement sur l'axe des Y. Donc, l'accélération, ou bien la composante de l'accélération de AG sur l'axe des Y est nulle. Ok? Il reste seulement la composante de l'accélération sur l'axe des X. Alors c'est pour cela que je vais directement projeter cette relation après que je la termine. Donc ici on a AG. On va projeter cette relation sur l'axe des X, pardon. Donc je vais noter cette relation 2. Donc ça va donner moins K LE moins L0 moins KX. La projection de P, donc on vient de le calculer, c'est plus mg cosinus alpha. La projection de R, c'est nul parce qu'on avait dit que R a une seule composante sur l'axe des Y, donc égal. Et la projection de AG sur l'axe des X, ça va donner mx2 points. Et on a trouvé que donc la relation d'équilibre était la suivante. Mg, on a mg cosinus alpha égale à k facteur de LE moins L0. Donc ce terme moins ce terme
dans 0, il nous reste quoi? Il nous reste ainsi moins kx, donc égal à mx de point. Finalement, donc on a x de point moins k sur m, pardon, plus k sur m x égale à 0. Alors voilà l'équation différentielle vérifiée par x. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas le terme où il y a la dérivée première. Alors ce terme où apparaît la dérivée première, c'est le terme responsable des frottements. Et là, on n'a plus de frottement, donc on a trouvé cette solution, cette équation. Sa solution, c'est une fonction sinusoïdale. Alors on vous propose la solution suivante en question 3. Donc la solution est x de t égale à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Et on vous demande d'écrire numériquement cette solution. Ça veut dire exprimer xm numériquement, de pi sur t0 numériquement, ainsi que phi. Pour répondre à la question, donc on va se baser sur la forme de l'équation différentielle et sur la représentation graphique des variations de x de point par rapport à x. Alors commençons par exploiter les données initiales pour déterminer phi. Alors pour ce faire, donc puisqu'on a ici une solution, donc cette solution doit vérifier les conditions initiales, à savoir on a à t égale à 0, ok, donc on aura x de t, ça veut dire x de 0 sera égal à xm cosinus de pi sur t0 fois t égale à 0, donc il reste ici phi. Puisqu'à t égale à 0, on a déplacé le solide vers le bas, ça veut dire vers les abscisses positives, ça veut dire qu'à t égale à 0, l'abscisse de g était positive. Alors ici, donc, x0 est positif. Donc je vais noter cette inéquation par 1. Voilà. Et puis, à t égale à 0 aussi, on a libéré le solide sans vitesse initiale. Ça veut dire que x point à t égale à 0 égale à 0. Donc x point de 0 égale. Alors la dérivée de x de t, ça va donner moins xm de pi sur t0 sinus de pi sur t0 t plus phi. Et à t égale à 0, donc ce terme-là sera nul. Il reste quoi? Il reste moins de pi sur t0 xm sinus phi égale à 0. Alors l'équation 2. Bon, l'équation 2 signifie que phi soit égal à 0 ou phi égal à pi. Alors donc, voyons la bonne solution, est-ce phi égale à 0 ou bien phi égale à pi? Donc on a recours à cette inéquation. Alors puisque x de 0 est positif, xm c'est l'amplitude, donc il est toujours positif, ça veut dire que cosinus phi doit être positif. Ça veut dire que 1 implique que phi égale à 0. xm est positif, puisque c'est une amplitude. Donc on a déterminé phi. Alors il reste quoi? Il reste à déterminer xm et de pi sur t0. Donc pour déterminer xm, alors on voit ici sur le graphe, on voit que x, il varie entre deux grandeurs, ou bien deux abscisses. L'abscisse 1,5 cm et l'abscisse moins 1,5 cm. Ça veut dire que xm égale à 1,5, donc l'amplitude égale à 1,5. Alors on doit écrire graphiquement lorsqu'on fait la dérivée seconde de x de t, on va trouver que x de point de t égale à moins 2 pi sur t0 le tout au carré fois x. Alors donc on voit bien que x de point est une fonction linéaire de x de t. C'est ce qu'on a ici. Donc pour trouver moins 2 pi sur t0, ok, au carré, alors on va chercher la pente de cette droite. Donc graphiquement, moins 2 pi sur t0 le tout au carré est la pente de la droite représentant x de point. Ainsi,
moins 2pi sur T0 le tout au carré, donc sera égal à delta x de point divisé par delta x. Et on va prendre deux valeurs, donc vous devez choisir n'importe quelle valeur, et vous ferez vos calculs et vous trouvez que 2pi sur T0, donc égal à le tout au carré, égal à moins delta x de point sur delta x. Application numérique. 2pi sur T0, le tout au carré, on va trouver que c'est 250 radians seconde moins 2 radians au carré seconde moins 2. Ça veut dire que 2pi sur T0, donc à peu près égal à 15,81 radians par seconde. Ici, seconde moins 1. Alors ainsi, x de t sera égal. Alors xm, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2, bien sûr mètre. Cosinus de pi sur t0, c'est 15,81 t. Phi, c'est 0. Ok. Alors, on peut écrire autrement cette équation, cette solution, mais ici, je dois tout d'abord mettre l'unité, c'est mètre entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? Parce que x de t, c'est une abscisse. On peut écrire cet angle en fonction de pi, donc x de t égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 2, cosinus. Donc je divise 15,81 par pi et je trouve cosinus 5 pi fois t. Donc on peut exprimer cette équation soit en gardant ce chiffre ou bien en le transformant en produit de pi. Donc vous avez le choix. Passons maintenant à l'étude énergétique de l'oscillateur. Bon, alors pour l'énergie potentielle, on vous propose que l'état de référence de l'énergie potentielle élastique, c'est l'état où le ressort est allongé à l'équilibre, ça veut dire x égale à 0. Donc EP de x égale à 0 égale à 0. Et pour l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors cet état est le plan horizontal qui passe par G0. Donc si G se trouve dans ce plan, ça veut dire coïncide avec G0, à ce moment-là, son énergie potentielle de pesanteur est nulle. Alors pour exprimer cet état de référence, je dois considérer un repère G0K, ok, d'axe G0Z. Alors dans ce repère, je vais exprimer l'énergie potentielle de pesanteur. Alors je dois donc décrire ce repère, exprimant l'énergie potentielle de pesanteur dans le repère terrestre R' G0K, d'axe OZ dirigé vers le haut. Alors dans ce repère, l'état de référence, c'est le plan dont Z égale à 0. Ça veut dire que EPP de 0 égale à 0. Bon, maintenant, la question demandée, c'est d'exprimer l'énergie potentielle totale, à savoir l'énergie potentielle totale égale à l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur, en fonction de K et X. Bon, on va commencer par exprimer l'énergie potentielle élastique dans le repère du sud. Alors ici, j'ai pas représenté l'axe des ordonnées au Y, puisque l'énergie potentielle élastique ne dépend plus de Y, elle dépend seulement de X. Pour exprimer cette énergie, on doit utiliser la propriété suivante, et que la variation de l'énergie potentielle élastique égale à l'opposé du travail de la force élastique. Delta EPE égale à moins travail de la force élastique. Bon, je vais choisir deux positions, la position où G a pour abscisse X et la position où G a pour abscisse 0. Donc, EP de X moins EP de 0 égale à moins travail de FE. Et le travail de FE, c'est quoi? C'est le travail, c'est l'intégrale du travail élémentaire qui est FE fois dx. Ça veut dire égal à l'intégrale de 0, donc la position initiale a pour abscisse 0, vers la position finale qui a pour abscisse x, fois FE, produit scalaire dx.
Donc c'est le travail élémentaire. Alors on va exprimer, alors tout d'abord cette énergie potentielle, lorsque x égale à 0, c'est nul, donc il reste EPX égale à moins l'intégrale de 0 à x de produit scalaire FE dx. J'exprime FE, donc FE égale à moins K fois LE moins L0 facteur de I moins KXI. Et KLE moins L0, c'est quoi? C'est MG cosinus alpha. Donc, égal à moins MG cosinus alpha fois le vecteur I moins KXI. Le vecteur DX égale à DX fois le vecteur I. Ainsi, l'énergie potentielle élastique en X égale donc à moins l'intégrale de FE, alors FE, voilà son expression, donc le moins avec le moins ça va donner plus, donc l'intégrale de 0 à x de mg cosinus alpha, alors I, produit scalaire I, ça donne le module de I au carré, et on sait que I est un vecteur unitaire, donc le module de I c'est 1, donc fois dx, le moins avec le moins ça donne plus, donc plus l'intégrale de 0 à x de kx dx. EPE de x égale. Alors l'intégrale de cette constante, ça va donner mg cosinus alpha x pris entre 0 et x, donc il reste mg cosinus alpha x et l'intégrale de kx, ok, il donc donne plus 1 demi kx au carré moins 1 demi k 0 au carré. Bon, voilà l'expression de l'énergie potentielle élastique. Exprimons maintenant l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgz, ok, si on choisit z dirigé vers le bas, ça veut dire le vecteur k dirigé vers le bas, on doit mettre ici moins. Bon, alors donc exprimons z en fonction de x, donc voilà, alors g a pour abscisse x, et là, sur l'axe des z, on a ici z, et vous voyez que z, elle est négative, donc z égale à moins x fois cosinus alpha. On sait que l'énergie potentielle totale de l'oscillateur, c'est la somme de l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va faire la sommation de ces deux énergies. On trouve alors EPE, voilà son expression, mg cosinus alpha plus 1 demi k x au carré, plus EPP, c'est moins mgx cosinus alpha. Donc ce terme s'annule avec celui-là, il reste EP, donc l'énergie totale égale à 1 demi kx. Voilà, donc vous voyez que l'énergie potentielle dépend uniquement de x dans ce cas. Bon, la dernière question, 3.2, il vous donne la représentation graphique des variations de l'énergie cinétique de l'oscillateur en fonction de x, et on vous demande, en exploitant la conservation de l'énergie mécanique, trouver la valeur de k et m. On a dit que dans le cas où il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Pourquoi? Parce que les seules forces qui travaillent, ce sont des forces conservatives, à savoir le poids et la force élastique. Ces deux forces, lorsqu'ils travaillent, ils conservent l'énergie mécanique, mais seulement ils transforment l'énergie cinétique en énergie potentielle et l'inverse. Ok? Donc on sait bien que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Et sur le graphe, on voit que on a, lorsque x égale à x max ou bien égale à moins x max, l'énergie cinétique s'annule. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique, ok, égale à 9 millijoules. Pourquoi? Parce que lorsque x égale à 0, l'énergie potentielle est nulle. Ok? Et toute l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc ici, je dois dire que égale à constante, à x égale à x max, l'énergie cinétique égale à 0, donc l'énergie potentielle égale à EP max.
Donc graphiquement, on déduit que l'énergie potentielle maximale, c'est 9 millijoules, parce que ici, toute l'énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle. Et on sait que l'expression donc de l'énergie potentielle égale à 1 demi K x au carré. Ça veut dire que AX égale à XM, donc l'énergie potentielle est maximale et égale à 1 demi Kx max. Ainsi, donc on cherche K égale à 2 fois énergie potentielle maximale divisé par, bon ici au carré, X max au carré. Voilà l'expression de K. Donc graphiquement, EP max égale à 9 joules, qui est égal à EC max. Et lorsqu'on fait nos calculs, on trouve que K égale à 80 newtons par mètre. Donc pour trouver M, alors on revient à l'équation différentielle et on trouve que K sur M égale à 2pi sur T0, le tout au carré. Ça veut dire que, et donc cette valeur, on a déjà calculé, donc c'est 250 radians carrés par seconde carré, et on trouve que M égale à K fois 2pi sur T0 à la puissance moins 2. Et en faisant le calcul, on trouve M égale 320 grammes. Bon voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Et bonne chance pour l'examen.